Très heureux de vous retrouver pour la nouvelle édition, le nouveau numéro de cette émission Réplique face à face. Nous recevons Dieudonné Kishi, qui est président du Congo Positif, parti politique anti-chômage. Avec lui, nous allons parler de la nouvelle plateforme électorale qui regroupe ceux-là qui sont de la majorité présidentielle ainsi que de l'opposition, membres du gouvernement, qui s'associe pour les prochaines élections. Nous allons parler de la confiance du processus électoral en cours aujourd'hui. La CENI n'arrive pas à mettre toutes les composantes, tous les acteurs d'accord en ce qui concerne la machine à voter. Nous allons aussi parler des tensions que nous observons souvent après les élections. Cette fois-ci, ça sera la même chose ou pas, parce que déjà avant les élections, les tensions semblaient se prononcer. La machine à voter semblait rester la seule pomme de discorde actuelle entre ceux-là qui acceptent cet outil informatique qui va nous ramener aux élections et ceux-là qui ne sont pas d'accord, comme l'opposition ainsi qu'une partie de la société civile. C'est avec Dieudonné Kishi que nous allons parler de ces points. Dieudonné, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Ouais, pour la toute première fois que vous soyez ici à Siloé, mais deuxième fois comme invité de cette émission Réplique. Oui, tout à fait. Je suis heureux de me retrouver à Siloé. Je salue tous les acteurs directs et indirects de Siloé TV. C'est un plaisir de retrouver un cadre de travail très agréable et puis des personnes joviales. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous êtes votre plateforme CCU et Allié, ouais. Et signataire du FCC. Tout à fait. CCU Allié, dont Congo Positif, à travers ma personne, est rapporteur. Nous sommes porte-parole de l'Alliance politique CCU et Allié, ouais. Vous ne l'avez pas dit. Et nous sommes signataires de la charte du Front commun pour le Congo. Est-ce que nous avons signé hier, la journée d'hier, nous étions là pour la signature. Est-ce que vous pensez que le Front commun pour le Congo est-il crédible face à la population, face à cette population qui décrit la gestion de la majorité présidentielle, aussi qui n'approuve pas beaucoup de confiance à ceux-là qui étaient hier de l'opposition? Aussitôt se présenter au gouvernement, ils adoptent Joseph Kabila comme leur autorité morale. Il y a deux choses. Hein. La première, c'est que nous allons aux élections. Ce sont les résultats des élections qui vont nous dire. Parce que, écoutez, ne tombons pas dans les supputations, ne tombons pas dans l'imaginaire, dans l'intoxication aussi, parce que de plus en plus, enfin, de temps en temps, on entend des choses qui relèvent parfois de l'intoxication lorsqu'on parle de la majorité présidentielle. Tout n'est pas noir là-bas. C'est comme s'il n'y avait personne. Tel qu'on entend parfois, c'est comme s'il n'y avait personne de la majorité présidentielle. Mais ça peut être blanc, mais au niveau de la population, c'est noir. Oui, c'est comme s'il n'y avait personne de la majorité présidentielle qui devait être, ou qui devait se faire élire aux élections prochaines. Mais attention, il y a beaucoup de gens au sein de la majorité présidentielle qui ont gardé leur crédibilité, qui ont gardé leur notoriété, leur aura auprès de la population. C'est comme aussi dans l'opposition, je connais beaucoup de gens qui ne se feront jamais élire. Donc vous êtes sûr au niveau de la majorité, il y a ceux-là qui ont perdu leur crédibilité? Non, c'est comme dans toute organisation. C'est comme dans toute organisation, il y a des bons, il y a des médiocres. C'est comme dans la majorité, il y a des bons, il y a des médiocres. C'est comme dans l'opposition, il y a trop peu de bons, mais peut-être beaucoup de médiocres aussi. Donc, et ça, c'est pour les justifier, pour les mesurer, nous allons aux élections. Les élections qui sont aujourd'hui, qui font peur à l'opposition aujourd'hui, parce que toutes ces requalifications, qui font peur également à la majorité. Non, la majorité présidentielle est en train de s'organiser sérieusement. Vous voyez aujourd'hui, les FCC, c'est vraiment la dernière cartouche qui vient de mettre par terre toute l'opposition réunie. Parce que, vous savez, lorsque les gens étaient en train de quitter la majorité présidentielle, 2015 et tout ce qui s'en est suivi, les gens ont acclamé, ils ont dit « Oh, c'était terminé ». Donc la majorité était enterrée. On ne donnait aucune chance à la majorité présidentielle. Et
on l'a vu, les gens étaient contents que les gens partent de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, lorsque la majorité se réorganise, voilà que les gens commencent à se poser la question si c'est la crédibilité. Mais qu'est-ce que vous voulez derrière tout ça? Parce que les gens ont la liberté de se mettre ensemble et de pouvoir travailler. Si c'est réorganisé, c'est autre chose, mais présenter aussi les candidats qui va organiser, soit être élu pour le compte de FCC comme président de la République, là c'est autre chose. Ben, mon cher Lecœur, nous on vous connaît comme l'un des grands journalistes, des meilleurs journalistes, l'un des journalistes intelligents. Alors, ne tombons pas dans ce qu'on a entendu de tout le monde ici, où les gens pensent que la majorité présidentielle, en posant la question des dauphins, les gens pensent que la majorité va aller aux élections sans candidat président de la République. C'est l'impression que ça donne. Pourtant, on ne peut pas. Si déjà on va aller aux élections, si la majorité présidentielle va aller aux élections, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est déterminé qu'il va y avoir un candidat. Mais est-ce que vous trouvez sérieux d'aller, de vous former autour d'une plateforme sans pour autant savoir qui sera candidat dans un mois? Ce sont les étapes. Dans un mois de dépôt de candidature. Ce sont les étapes. Il faut d'abord être sûr des personnes qui vont porter cette candidature. Quel est leur niveau de loyauté? Quel est leur niveau d'adhésion à l'idée que, avec toute la passion que nous avons pour le Congo, comment on va faire, comment on va s'organiser. Tout ça, c'est des préalables. Ce qu'on fait ici, avec le FCC, mais c'est ce que nous avons vu du côté de l'opposition. Ils se sont réunis dans plusieurs regroupements. C'était pourquoi? Avant tout ça, on ne connaissait pas le nom de leur candidat. C'est lorsqu'ils ont fini de se regrouper, n'est-ce pas, qu'une fois on a entendu, il y a un candidat de je sais pas quoi. L'autre, là, il a dit si c'est le candidat du désensemble, ainsi de suite. Alors, vous voyez, il a fallu qu'ils s'organisent d'abord. Mais la méthode est la même. La majorité a pris le temps pour s'organiser et désormais, après avoir acquis la présence de tout le monde, toutes les têtes importantes qui représentent d'ailleurs la plupart des provinces, et aujourd'hui... Quelle cote de popularité? Non, la cote de popularité, vous ne l'avez pas mesurée. Vous savez, les gens, on est plus dans l'imaginaire que dans le vrai. Vous pensez que Lambert Mende ne sera pas élu à l'Odja? Hein? Pour ne pas citer. Vous pensez vraiment que ça peut être possible qu'on aille à l'élection, n'est-ce pas, et que quelqu'un comme le ministre Lambert Mende ne soit pas élu? Vous pensez que c'est possible? Même si l'opposition était devenue pour l'organisation. Pensez-vous qu'il doit être élu? Non, c'est juste parce qu'il est ressortissant de l'Odja. Mais l'élection a une dimension tribale, l'élection a une dimension communautaire, l'élection a toutes ses dimensions sociologiques. Donc, c'est à la rigueur absurde de penser qu'un Kishi rentrant dans son fief naturel, il ne se fera pas élire. Et prendre un tel imaginaire, le déporter sur l'ensemble de la République, c'est ça le faux calcul. C'est ça le faux calcul que l'opposition a fait depuis très longtemps. Et maintenant, elle vient d'être surprise. La surprise, c'est une bombe que l'opposition vient d'avoir avec le FCC. C'est une bombe, j'allais dire, comme le disait mon ami Jean Goubal, c'est une bombe anatomique. Alors, vous parlez aujourd'hui d'un candidat. Certes, il y aura un candidat. Sûr. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire Joseph Kabila, c'est toujours le seul et l'unique candidat que peut présenter les FCC, soit la majorité présidentielle. Joseph Kabila, c'est le seul candidat pour continuer à présider la majorité présidentielle de demain. C'est clair. C'est clair, de manière directe ou indirecte. Joseph Kabila va être... Nous avons signé. Si les gens n'ont pas été clairs... Candidat de la majorité présidentielle aux élections, des candidats de la majorité oui, justement, candidat aux élections. Candidat de la majorité présidentielle aux élections. Il est candidat. Aux prochaines élections. Il est candidat. Vous savez, on est candidat comment? On peut être candidat directement, on peut être candidat indirectement. C'est lui que vous allez porter à la tête de la plateforme.
Nous ne sommes plus loin. Je pense que vous avez trop attendu. Je ne suis pas ici venu annoncer des choses. Les choses sont en train de se faire. Et le comité stratégique est en train de se réunir en ce moment même. En ce moment. Donc, patientez. Patientons, c'est pour bientôt. Alors, mais je vous dis, vous pouvez déjà savoir que Joseph Kabila est aujourd'hui, demain et après-demain, le chef de la majorité présidentielle. L'autorité morale de la majorité présidentielle. Et son candidat. Son candidat, l'option va être levée. Si c'est lui le candidat. Si c'était lui le candidat, c'est logique aujourd'hui de prononcer même le nom de Joseph Kabila comme candidat président de la République? Nous sommes en politique. Je pense que nous sommes constitutionnellement. Constitutionnellement, on ne peut pas citer le nom de Joseph Kabila. Voilà, vous avez. C'est pourquoi nous disons que vous êtes un journaliste différent des autres. Constitutionnellement parlant, ah oui, Joseph Kabila ne peut pas être candidat, constitutionnellement parlant. Mais politiquement parlant, quelque chose peut faire qu'il soit candidat. Et le dire comme ça, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qui dirige maintenant? C'est la politique ou bien la constitution? La politique a toujours tout dirigé d'abord. Parce que lorsque vous n'intégrez pas la dimension politique, vous vous trompez. N'est-ce pas? Il faut toujours intégrer. Parce que c'est la politique qui fait le droit. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il se présente, il faudrait maintenant revoir la Constitution. Le problème de la modification de la Constitution, c'est une nécessité, c'est une obligation pour notre pays. Parce que toutes les aventures, toutes les mésaventures, tous ces problèmes que nous avons connus ici, toutes les personnes qu'on a vues sortir, critiquer la majorité, c'est parce que le système qui est organisé par la Constitution est un système qui ne facilite pas les choses. Je vous donne un exemple. Cette Constitution dit que le président de la République doit être élu au suffrage universel direct, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tous les Congolais qui sont électeurs ont le droit de voter un président sur base d'un programme. Il vient, il vous dit, écoutez, si vous me choisissez, je vais vous acheter un costume. Voilà que la personne que vous avez choisie sur base d'une promesse, d'un projet, votez, moi je vais vous acheter un costume. Mais la personne est votée sur cette base, la Constitution la met de côté. Monsieur, vous mettez-vous de côté, il vous faut un Premier ministre. C'est cette personne-là qui est responsable devant le Parlement. C'est celui-là qui doit rendre compte sur base d'une promesse qu'une autre personne a faite. Voilà les choses qui sont écrites dans notre Constitution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et dans notre pays ici, il arrive que, bon, les jeux politiques... Donc, selon la vision, le Premier ministre est fonction selon la vision du... Non, ça ne permet pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est la vision? Aujourd'hui, c'est l'accord. Voilà un mauvais exemple. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Non. Où est-ce que c'est écrit que quand il n'y a pas élection, le Premier ministre doit venir donner quel bord politique? Voilà, le président de la République a aussi démissionné parce qu'il avait 5 ans. Donc j'étais en train de vous expliquer... Non, pourquoi il va démissionner? Parce qu'il n'a rien fait. Écoutez, le problème qui est ici, c'est qu'on a une constitution qui nous pose trop de problèmes, mais les gens refusent de regarder ces problèmes, mais ils préfèrent vivre les effets de ces problèmes. Voilà ce que nous avons. Je vous ai donné l'exemple du président de la République qu'on vote au suffrage universel direct, n'est-ce pas? On le vote, tout le monde le vote sur base d'une promesse, d'un projet, et lorsqu'il est question d'exécuter, il y a un accord qui sort là-bas. C'est là où je vous dis, est-ce que cet accord, quelle est la place de cet accord dans l'architecture, dans la hiérarchie des normes dans notre pays? Vous voyez, parce qu'il y a eu 5 ans de gestion avec un Premier ministre de la majorité présidentielle, il n'y a pas eu les élections. Pour co-gérer, parce que le temps après ces 5 ans, c'était un temps qui n'était pas placé à la Constitution. Il faut retrouver une solution. Merci d'ajouter de l'eau à mon moulin en vous disant que la politique, n'est-ce pas, est capable d'aller au-delà de ce qui est écrit dans les lois. Donc aujourd'hui, la politique peut aussi donner chance à Joseph Kabila de se représenter. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais ça doit se passer par consensus. L'opposition doit aussi accepter, comme elle avait accepté les deux dialogues même. Non, mais vous savez que toutes ces choses-là, c'est ce qui nous a écartés de la ligne normale. Parce que la Constitution ne dit pas que lorsqu'on n'a pas organisé les élections, que tout le monde vienne pour qu'on organise les élections. Ce n'est pas dit. C'est là où on s'est écarté.
C'est à partir de ce moment où on s'est écarté. Et que dit la Constitution? Donc, à partir du... Que dit la Constitution à ce niveau? La Constitution... Lorsqu'il n'y a pas élection. La Constitution n'a pas dit que lorsqu'on n'a pas organisé les élections, que tout le monde entier vienne organiser les élections avec les institutions. Non. La Constitution a dit qu'il y a tel, la CENI, le gouvernement. Voilà les deux organes, les institutions qui sont là pour organiser les élections. C'était à elles, à ces deux organisations, de nous dire, ayant raté de faire ces élections, faute d'argent et faute de fichiers, voici ce que nous vous proposons. Là, les deux là, c'était même pas encore... Si vous parlez d'argent... On leur a même pas donné le temps de se prononcer. Si vous parlez d'argent, vous accusez alors Matata Ponyo qui a géré pendant 15 ans, n'a pas organisé les élections. Aujourd'hui, on a donné à Bruno Tshibala, l'opposition, si on peut le dire ainsi, organiser les élections. Donc, la majorité était incapable. La majorité n'était pas incapable. C'est là où nous fustigeons les systèmes. Joseph Kabila prend le pouvoir sur base des promesses, n'est-ce pas? Il a dit 5 chantiers, révolution de la modernité, y compris l'organisation. Il a également l'organisation des élections. Mais à côté, il doit avoir un premier ministre qui n'a fait promesse à personne. Qui n'a fait promesse à personne, mais il faut le mettre là. Ça, c'est le système qui exige. C'est la Constitution qui exige qu'il y ait un premier ministre. Donc il faudrait changer la Constitution. Il faut modifier. Parce que, au nom de quoi Matata a l'obligation... Il a promis les élections à qui? Ce n'est pas le système qui n'existe qu'en RDC, c'est le système qui existe partout. Mais ça peut exister partout, oui. Mais chez nous, c'est ça. Ailleurs, le Premier ministre est responsable. Celui qui a fait, le président de la République, il est responsable. Il vient rendre compte, n'est-ce pas? Il vient rendre compte devant l'Assemblée de ses promesses. Mais ici, est-ce que nous sommes dans... Même si ce n'était pas... C'était autre chose ailleurs, si c'était la même chose ailleurs. Mais il y a une particularité chez nous que nous sommes encore en train d'apprendre toutes ces choses. Est-ce que c'est le moment d'avoir une constitution celui qui a fait la promesse, on le met de côté et on met quelqu'un qui vient vraiment donner quel bon... Parce qu'on sait très bien, le président de la République qui avait fait une promesse, après 5 ans, il va revenir. En ce moment-là, la population va sanctionner. La population va sanctionner parce que la population t'a fait confiance. Tu n'as pas parvenu à le faire parce que les députés... Mais ils peuvent ne pas revenir. Les députés aussi, même s'ils ne font rien. Et le président peut ne pas vouloir revenir. Il faut corriger les systèmes. Parce que nous sommes le produit des systèmes. Donc, pour corriger ces systèmes, il faut toujours changer. Mais il faut modifier ça. Il faut que le président, quand il fait ses promesses de campagne, n'est-ce pas, il vient avec son projet. Le président dont nous parlons là, il peut ne pas s'appeler Joseph Kabila. Ça peut être n'importe quel président. Nous aurons la même situation ici. Nous aurons la même situation. Parce que vous avez quelqu'un qui a promis, mais quelqu'un d'autre qui commence à travailler. Au nom de quoi Bruno Tshibala est obligé de faire ce que Joseph Kabila veut. Au nom de quoi? En 2006, vous avez accepté. En 2011, vous avez accepté. Non. Là, ça devient une pilule amère lorsque, aujourd'hui, Joseph Kabila doit quitter. Vous cherchez tout le moyen pour qu'il reste. Je vous dis, mon frère Joseph Kabila va contredire vos mauvais pronostics sataniques, tout ça là. Vous aurez honte. Les gens vont avoir honte parce qu'il n'est pas candidat. Mais vous avez dit s'il est candidat de la majorité présidentielle pour les élections. Indirectement, oui. J'ai dit qu'il peut être candidat direct ou indirect. Je l'ai dit. N'est-ce pas? Si Joseph Kabila soutient un candidat de la majorité présidentielle, il est candidat. N'est-ce pas? Et demain, c'est lui qui va gérer la majorité présidentielle. Donc, il est le patron. Donc, il y aura, bon, si je comprends bien, il y aura un président qui sera juste une marionnette. Non. Partout au monde, on l'a vu. En Angola, le président de l'Angola, à un moment donné, il est resté président de son parti. Est-ce que le président, pour autant, le président Joao là, qui est là-bas, il est une marionnette? Non. C'est la politique, ça se passe comme ça partout. Ça se passe comme ça partout. On ne peut pas le reprocher aux Congolais, on ne peut pas le reprocher à Joseph Kabila. Non, lui à sa majorité. Vous êtes un parti politique qui lutte contre les chômages, surtout celui des jeunes, le chômage des jeunes. Aujourd'hui, la MP ainsi bien le Front commun pour le Congo. Vous pensez que les fronts, la MP
et vous, vous avez un projet. Donc, on peut vous mettre à côté parce qu'on ne vous a pas vu à la gestion d'une institution, soit d'un ministère. Mais on dira le front et la MP par rapport au chômage. La majorité a géré pendant combien d'années par rapport au chômage? Est-ce que vous pensez que vous aurez un discours? Non. Vous savez, aujourd'hui, la majorité, moi, j'ai pitié vraiment de la majorité parce qu'elle répond des choses qu'elle ne connaît pas. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Comment ça? Faisons les scanners. Qui ont géré depuis ce deuxième mandat ici, même avant. Mais quand vous rentrez là-dedans, mais ce sont les opposants. Ce sont les opposants. Aujourd'hui, commençons par les derniers. Donc, Matata Tapon était opposant. Non, non, non. Je peux vous citer, non? Bruno Tshibala, qui est le Premier ministre. 2 ans, en dehors de 5 ans. En dehors de 5 ans. C'est dans le mandat, non? En dehors de... Non, non. En dehors du mandat constitutionnel. Papa, prenons les choses dans le temps. Parce que quand on fait la comptabilité des choses, n'est-ce pas? On regarde, on dit Joseph Kabila, 17 ans. Mais dans les 17 ans-là, qui ont géré? Il a co-géré avec l'opposition. Il n'a fait que gérer avec l'opposition. Ces pays ici est géré à 70% par l'opposition. Malheureusement, à la majorité, on ne voit pas ça. Donc lui, le président, on n'a pas vu ça. N'avait pas le pouvoir de manipuler. Mais c'est le système. Quand vous êtes là, juste que les élections n'ont pas été organisées, le monde entier vous dit maintenant, mettez un premier ministre qui vient de l'opposition. Le monde entier. Si vous ne le mettez pas, on va vous tuer. Vous faites comment? Mais voilà les choses qui nous arrivent. C'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Kabila est comptable des choses qu'il n'a pas faites. La majorité est à 70%, 80% comptable des choses qu'elle n'a pas faites. Donc, vous l'avez dit, le président était incapable de dire au Premier ministre, je veux que tu travailles pour mettre fin au chômage de jeunes. Tu peux dire ça, mais les gens qui veulent te faire échouer, ils travaillent sournoisement, ils travaillent subtilement. Déjà, le fait qu'ils soient là, alors qu'il y a une constitution qui dit que le Premier ministre doit provenir du parti qui est majoritaire, qui a le plus de députés à l'Assemblée. D'où vient que Bruno Tshibala est là? D'où vient que... Est-ce qu'on peut parler de mandat électif, mandat constitutionnel? D'où vient que... On peut parler... C'est Simon Badibanga était là-bas. D'où vient que tous ces gens-là sont... Sami Badibanga. Ah ben voilà. Ils viennent d'où? Est-ce qu'on peut parler de 5 ans de mandat constitutionnel de Joseph Kabila? Analysons ces 5 ans. Qu'est-ce qu'il a... Si on parlera de son bilan par rapport au chômage, est-ce qu'il a travaillé pour mettre chômage c'est le piège, c'est ça même le piège. C'est ça même le piège, parce que qui doit mettre fin au chômage? C'est le Premier ministre. C'est le gouvernement. Mais rentrons, allons voir qui ont géré le ministère d'État. Parce que vous gérez avec les gens qui, après, dans le mandat ici, on n'a pas vu les Katumbi, les Kyungu, tous ces gens-là, ils n'ont pas géré. Mais est-ce que le fait qu'ils soient partis, ça montre qu'ils n'avaient pas le cœur à l'ouvrage, ils ne voulaient pas aider. Ils ne voulaient pas travailler parce qu'ils avaient leur idée, ils savaient qu'ils avaient un candidat dans leur poche. Voilà ce qui s'est passé réellement. Donc vous voulez dire autrement, Joseph Kabila a été juste une étiquette? Non, Joseph Kabila a joué son rôle de président de la République. Il a joué son rôle de chef des institutions. Il était là, il ne faisait rien. Il a joué son rôle il ne faisait que regarder. Il ne faisait que regarder. Il a joué son rôle avec des acteurs qui avaient des agendas cachés. Beaucoup d'acteurs avaient des... Vous avez même prévu que... D'ailleurs, beaucoup de gens ont prévu que quand il va annoncer la candidature des dauphins, la majorité va éclater. Vous ne l'avez pas dit, vous l'avez dit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des moutons noirs dans la majorité. Et voilà, ce sont ces gens... Il a eu peur, il veut se représenter. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu peur. Il ne va pas se présenter. Je peux vous certifier que Joseph Kabila va démentir vos pronostics sataniques. Il va les démentir parce qu'il y a un candidat qui va sortir. C'est Matata Pognon. Alors, ce n'est pas mon rôle. Donc, il y aura un candidat qui sera là, qui va faire, qui va travailler. Mais maintenant, le problème, c'est que ceux qui pensaient que la majorité allait éclater à l'annonce, ils sont pris au dépourvu. Ils sont vraiment pris au dépourvu. Nous en sommes là. Le FCC, c'est vraiment une bombe anatomique. Vous êtes parti anti-chômage. Est-ce que vous pouvez analyser aujourd'hui
est-ce que les jeunes ont eu du boulot, ont eu du Non. travail? Est-ce qu'on a mis fin au chômage? Mon cher Lecœur, vous me posez la même question. Vous êtes un vrai journaliste. Je ne fais que vous vanter dans cette émission. Parce que vous n'avez pas encore répondu. Ce que je dis, vous me demandez si on a réduit le chômage. Mais qui doit réduire le chômage? Celui qui doit réduire le chômage a un agenda caché. N'est-ce pas? Son rôle, c'est de travailler sournoisement, subtilement, contre le président de la République. Est-ce qu'il va mettre fin? Non. Là, vous accusez le Premier ministre Matata Ponyo. Bon, les résultats sont là. Que ce soit Matata, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit Mouzito. Bon, vous voyez aujourd'hui, on a eu un Premier ministre Mouzito, aujourd'hui candidat président de la République. Vous comprenez qu'il ne pouvait pas, parce qu'il ne pouvait pas travailler bien, parce que s'il avait bien travaillé, ça allait être la cote de Joseph Kabila. Mais ayant mal travaillé, aujourd'hui on comprend pourquoi il n'a pas réduit le chômage dans ce pays. Et Matata Ponyo. N'est-ce pas? Attendons, on comprend pourquoi Mouzito n'a pas réduit le chômage. C'est parce qu'il voulait que les gens grondent, les gens gros puissent grogner. Comme ça, il avait à dire, il a à dire pour sa campagne. Vous vous attaquez sur la question de l'opposition parce que vous vous dites que... Je vous dis, même Matata n'a pas réduit. On ne sait pas s'il a aussi les mêmes ambitions. Attendons, d'ici là, on le saura. S'il est candidat, on comprendra s'il est le dauphin. S'il est le dauphin, oui. On le saura. On le saura, mais au moins une chose va rester constante, c'est que de leur moment, du moment de leur gestion, on n'a pas vu beaucoup de choses évoluer sous forme de réduction du chômage. Ça va rester une constante. Merci beaucoup. La machine à voter reste jusque-là la pomme des discordes de la majorité et de l'opposition, ainsi que de la CENI avec ses partenaires qui sont des politiques. Est-ce que vous pensez avoir les élections crédibles et apaisées? Je vais d'abord vous rappeler que quand il fallait voter la Constitution au référendum, les gens ont dit dans ce pays que Toponate, Constitution a voté en voté parce que Batekimboka. N'est-ce pas? La Constitution a été votée. Aujourd'hui, tous nous sommes contents d'avoir une Constitution. Même les gens qui ont combattu cette Constitution en sont devenus des fervents défenseurs par magie. N'est-ce pas? Et lorsqu'on organise les élections en 2006, les gens, non, ces élections-là sont déjà trichées, on a déjà volé tout ça, on n'ira pas là-bas. N'est-ce pas? Des partis importants comme l'UDPS ne se sont pas présentés aux élections. Et en 2011, voilà. Est-ce que ce n'est pas la même situation qui est en train de se reproduire avec la machine à voter? Cette machine-là, c'est comme les stylos. C'est comme l'ordinateur. Si on pose un problème à la machine à voter, mais qu'on pose aussi les problèmes pour les stylos qu'on utilise à la CENI, qu'on pose les problèmes pour les ordinateurs qu'on utilise, parce que tout ça concourt à l'organisation des élections. C'est ça le problème. En 2006, les gens sont allés à la Cour constitutionnelle, non, à la Cour suprême, pour dire non, on a triché. On a triché, nous voulons qu'on invalide le candidat numéro 3 parce qu'il a triché et celui qui a gagné, c'est le candidat, ce n'est pas numéro Satan. Alors, c'est comme ça qu'il y a eu des procès. Les procès s'est fait là-bas. Si les gens sont allés, est-ce qu'en 2006 et en 2011, on avait des machines? Il n'y avait pas de machines. Ça veut dire que... Donc, c'est-à-dire qu'on peut tricher sans machine à voter. S'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de tricher, n'est-ce pas? S'il y avait quelqu'un qui avait envie de tricher, ce n'est pas parce qu'il a la machine ou il n'a pas la machine. Parce qu'en 2006, il y a eu des contentieux. Il n'y avait pas de machine. Donc on peut comprendre que les problèmes... Pourquoi aujourd'hui vous exigez la machine à voter? Nous exigeons quelque chose qui est caché derrière. Non, tout ce qui est caché derrière, c'est les gains du temps. Tout ce qui est caché derrière, c'est le fait que le résultat soit publié le plus rapidement possible au lieu de laisser les choses permettre certaines manipulations, comme on a vu en 2011, pour ce qui est des législatives. Ce qu'on veut, c'est qu'on gagne de l'argent, l'économie d'argent. Donc voilà ce qui est caché derrière. Le reste, c'est la peur de l'organisation des élections. Bon, je vais vous poser une question très simple. Aujourd'hui, pendant cette période, c'est la période où il y a la Coupe du Monde.
Et prenons exemple, il y aura Brésil et Belgique. L'équipe brésilienne qui monte sur terrain, il se met d'accord avec les ballons que l'arbitre ramène pour la rencontre. L'équipe de la Belgique qui monte sur terrain et ne veut pas de ces ballons. L'arbitre est d'accord, les Brésiliens sont d'accord, mais la Belgique n'est pas d'accord. Vous pensez que cette rencontre sera apaisée? Malheureusement, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Non, je vous pose une question. Non, je vois où vous venir. Répondez-moi d'abord. Répondez-moi d'abord avec ces schémas ici. Non, vous aimez les exemples des pénaltys, tout ça. Ça me fait penser à quelqu'un qui avait parlé des pénaltys, tout ça là. Donc vous comprenez que ça sera difficile. Non, ça ne sera pas difficile. Je pense que vous aimez bien le foot, ça sera difficile. J'ai été président d'un club. Ben oui. Saint-Luc. Voilà. Aujourd'hui, ça sera difficile de voir tous ces... On n'est pas dans ce cas-là. Voilà. Pourquoi nous ne sommes pas dans les cas-là? Parce qu'il appartient à la CENI, dans son indépendance, de proposer au pays des systèmes, donc les modalités de vote qui peuvent nous permettre d'aller et de bien faire des élections. Et s'il n'y a pas confiance? Et si, c'est même pas un problème de confiance, il y a un problème d'intoxication. Des gens qui ont peur des élections. On ne va pas suivre les caprices. Parce que si on avait suivi les caprices, on n'aurait pas eu une constitution. N'est-ce pas? Déjà en 2004, tout ça, 2005, 2006, on n'aurait pas eu une constitution. Si on avait suivi les mêmes caprices ici, on n'aurait pas organisé les élections de 2006. Donc, pour nous, ce sont des caprices. Et puis, vous savez, les élections dans notre pays ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas obligatoire. Mais la Constitution oblige. La Constitution oblige. Oblige à qui? Non. La Constitution oblige à ceux-là qui veulent diriger de choisir la voie des élections. Oui, les élections sont légales, mais elles ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, monsieur le cœur peut décider de ne pas aller aux élections parce qu'il y a une machine. Comme la machine lui fait la nausée. Il va dire non, cette machine, si je m'approche, je vais vomir. Alors, il ne faut pas venir là-bas. Donc, personne ne viendra vous arrêter pour autant. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas candidat, ce n'est pas un problème. Si vous ne venez pas voter, ce n'est pas non plus un problème. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. On peut avoir un seul candidat. Celui qui va décider de ne pas venir aux élections, ça sera son choix de ne pas venir. Déjà, ce ne sera pas une nouveauté parce qu'en 2006, on a eu une personnalité beaucoup plus importante comme Étienne Tshisekedi qui a refusé, qui n'est pas allé. Et la terre a continué à tourner. Donc, c'est pour vous dire que ici, nous avons plus affaire à des caprices. N'est-ce pas? À des caprices. Mais vous ne comprenez pas les choses comment? Parce qu'en ce moment ici, tous ceux qui ont parlé là, au nom de la machine, ils sont en train de faire des listes. N'est-ce pas? Ils font des listes. C'est pour vous dire que si on avait suivi ça, on n'aurait pas eu à organiser des élections. Ou alors, ma proposition à moi, c'est que, que celui qui ne veut pas de machines passe à la télévision. Télévision nationale, toutes les chaînes du Congo, là-bas, qu'il annonce que lui ne veut pas de la machine à voter, et qu'il porte la responsabilité du report pour qu'on n'ait pas les élections le 23 décembre. Qu'il vienne là-bas dire, bon voilà, parce que moi, je ne veux pas de cette machine, et comme je sais que le fait de mettre cette machine de côté va faire allonger peut-être de 6 mois ou d'une année, j'accepte, et vous les Congolais, je vous demande aussi d'accepter. Dès qu'il fait ça, nous sommes d'accord. On prend encore une année pour enlever la machine, on prend 6 mois pour enlever la machine et refaire les choses pour aller aux élections. Et l'argent qu'on a déjà eu à dépenser. Mais c'est la personne là qui va dépenser, qui va mettre de l'argent. C'est la personne, parce que nous déjà on commence à réfléchir que ces élections ne font que nous coûter cher là où il faut organiser le développement de nos concitoyens, de notre pays. Donc, que la personne là porte les deux responsabilités. La responsabilité du report et la responsabilité de financement. C'est lui qui nous garantit ces deux choses. Nous, on n'est pas... La CENI va faire. La majorité ne posera jamais un problème à ce sujet. Bien. Mais que c'est lui qui veut bien qu'on reporte là, qu'il passe à la télé, qu'il donne les deux garanties et on va les suivre. Donc la majorité est prête à tout. La majorité est prête. Nous, nos listes sont prêtes.
J'ai assisté à la réunion dernièrement à Showbuz où tous les regroupements de la majorité avaient annoncé que le dimanche dernier, déposer les listes auprès de la majorité pour préparer tout ce qui va avec. Donc, en ce moment ici... Mais comment le PPRD a été le premier parti à déposer ses listes avant même qu'il y ait cette réunion? Non, mais ça ne passe pas par là nécessairement. La réunion, c'est la majorité pour coordonner. Mais ça ne veut pas dire qu'un parti ne peut pas, ou un regroupement ne peut pas déjà aller déposer. Il dépose, c'est normal. Il vient communiquer la liste. Parce qu'il y a un travail qui s'est fait au niveau de la majorité présidentielle pour coordonner toutes ces choses-là. Mais ça ne s'exclut pas. Ça ne s'exclut pas. Les PPRD a fait les choses beaucoup plus tôt, rapidement. Ils ont fini et ils ont déposé, c'est normal. Vous avez combien de candidats? Vous alignez combien de candidats à la validation provinciale? Nous, au niveau de l'Alliance, nous avons aligné 703 candidats sur 715. Et prenez le même nombre pour les 15 regroupements de la majorité présidentielle. Vous avez les chiffres des candidats de la majorité, vous qui pensez que la majorité n'a personne qui va voter. Vous avez déjà plus de 10 000 personnes qui se présentent comme candidats pour les comptes de la majorité présidentielle. Apparemment, ça n'a pas résolu ce que la CENI décriait, le nombre. Non, le nombre est réduit parce qu'après, les autres années, on pouvait avoir 30, 40 000. L'année passée, il y a eu 17 000. Oui, maintenant, c'est 10 000, 12 000 pour le compte de la majorité. Or, l'année passée, il fallait prendre les autres élections, il fallait prendre 715 fois 380 partis de la majorité pour trouver le nombre de candidats. Vous voyez, la réduction... Ce sont des plateformes. Oui, maintenant, ce sont les plateformes, ça réduit sensiblement. Nous sommes à 10 000 là où il fallait avoir peut-être plus de 100 000. Nous atterrissons petit à petit. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui, aujourd'hui, rassemble plus de jeunes et qui n'ont pas encore géré. C'est le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique. Vous êtes dans cette logique? Bon, logique, oui, le renouvellement de la classe, mais pas comme les gens pensent. Aux jeunes, vote jeune. Tout ça, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Parce que les jeunes lui-même, il est où qui est préparé? Il y a combien de partis des jeunes pour favoriser les candidatures jeunes? Il y en a combien? Il y a combien de jeunes qui sont dans les partis, qui cotisent pour que les jeunes soient préparés à affronter les aînés qui ont l'argent? Il ne faut pas qu'on fasse des choses creuses. C'est un besoin, c'est vrai, il y a ces besoins, mais les jeunes ne se sont pas organisés. Est-ce qu'on peut parler du renouvellement de la classe politique en ce moment où on dépose les listes? Non. Quel est ce jeune qui s'est préparé depuis 2011? Parce que la dernière élection des députés provinciaux s'est faite en 2006. Mais depuis 2006, là, on devait avoir beaucoup de jeunes qui s'étaient préparés pour les prochaines élections ici, l'élection provinciale. On n'a pas vu. Mais la plupart surgissent. Ils se réveillent. Mais l'élection, on ne la gagne pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont compris que ces derniers temps, il y a un problème de la constance politique, il y a un problème de l'idéologie, il y a un problème de la gestion. Il faudrait renouveler cette classe politique. On a des jeunes, beaucoup de jeunes, bon, des jeunes dont je parle, c'est ceux qu'on voit à la télé, ceux qui parlent, mais je ne sais pas la majorité silencieuse des jeunes. Celle-là, elle ne s'organise pas. Ceux qui parlent surgissent. Ils surgissent. Parce que vous lui posez la question, papa, tu as commencé à préparer ta candidature depuis quand? Il connaît, juste quand il a entendu parler ici. Demande-lui, mon cher ami, qui seront, dans ta circonscription, il y aura 2000 bureaux de vote. Où sont tes listes de témoins? Moi, j'ai fait ça dans mon parti. Tous mes candidats, je leur ai demandé de m'apporter les listes de leurs témoins. Minimum 1500 témoins. C'est ceux qui ont amené les listes de 1500 témoins que j'ai alignés. Vous voyez, là au moins vous sentez que, bon, au moins je vais aux élections, il y a au moins 1500 personnes qui savent que je suis candidat. Mais la plupart des jeunes dont vous entendez parler ici, ils tiennent leur popularité par rapport au fait qu'ils ont parlé à la radio, à la télévision. Est-ce que ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de base. Ceux qui ont des bases, c'est ceux qui ont donné 5-10 t-shirts, marche de santé. On a vu l'encoï et puis on a estimé que c'est... Non, c'est un travail
profond. Moi, je le vis au quotidien, je le fais avec les peu de jeunes que nous avons dans notre parti. On sent que ce n'est pas un jeu. Et vous allez voir, je ne suis pas un prophète de malheur, vous allez voir que la plupart des jeunes qu'on va aligner, parce qu'on les aura alignés sur cette base, ces jeunes, sans regarder ce qu'il y a derrière eux, vous allez voir que la plupart vont échouer. Mais comment renouveler la classe politique? Il faut se donner le temps, qu'on ne surgisse pas. Aujourd'hui, il va y avoir élection en 2018. On doit savoir que 5 ans après, il y aura encore élection. Mais voilà, pendant ces 5 ans-là, que celui qui veut être candidat, meilleur candidat, commence à travailler. Parce que si on est jeune, ça veut dire qu'on va vivre longtemps. Est-ce que vous encadrez vraiment les jeunes pour affronter... Mais venez voir, chez nous, le plus vieux parmi les candidats députés provinciaux, il a 40 ans. Parmi les candidats députés provinciaux. Je te dis, mon cher ami, j'ai un petit comme Jonathan Kalumba, il a 20 ans. Je viens de l'aligner. Parce que le petit est préparé déjà dans sa famille. Son père a 20 ans. Pour quelle expérience? Non, l'expérience s'acquiert. Il est préparé. Au sein du parti, nous les formons. Nous allons les former, nous continuons à les former. Vous savez, moi-même, je suis enseignant à l'université. Que dit la loi pour l'âge? Oui, mais c'est 18 ans. La majorité, c'est 18 ans. Pour être candidat député provincial, je pense que c'est 20 ans. Donc, ils vont se présenter. Il va se présenter et il va gagner. C'est les plus jeunes. Vous voyez? Mais les petits, il y a beaucoup de gens qui... J'ai vu ces listes. Moi, j'ai demandé 1500 témoins. Il m'a amené 3200 témoins. Le reste, c'est au parti de les former. Comment il va aborder la question de la députation? Ça, c'est mon rôle. Mon rôle d'abord en tant qu'enseignant, et mon rôle en tant que président, et mon rôle le rôle du parti pour former ces candidats-là, pour qu'ils fassent la différence. Merci beaucoup, Dieudonné Nkichi. Vous avez un message clé à lancer à toute la population qui vous suit. Bon, que la population se prépare aux élections, qu'elle n'écoute plus les sirènes qui tombent à gauche, à droite. Nous sommes engagés sur la voie de... D'ailleurs, celui qui viendra dire non, qu'il n'y ait pas élection, la population va les lapider. S'il en existe un, qu'il sorte ici dire non, il ne faut pas qu'il y ait des élections. Mais vous allez voir. Félix Tshisekedi l'avait déjà dit, c'est difficile d'avoir les élections le 31 décembre. Il a dit c'est difficile, il n'a pas dit qu'il n'y ait pas élection. Il a dit c'est difficile. Qu'il ait le courage de dire qu'il ne veut pas des élections les 23. Vous allez voir comment on va les lapider dans cette ville et dans ce pays. Parce que je ne connais pas, en tout cas, des gens veulent les élections pour les changer. De toutes les descentes que nous faisons, je n'ai pas vu un seul endroit ici à Kinshasa, comme ailleurs, en province, je n'ai pas vu un seul endroit où on nous dit de reporter les élections. Les gens attendent les élections. Mais quelles élections? Alors, l'opposition fera une erreur grave de chercher à ce stade où nous sommes. Elle fera une erreur grave de chercher à décourager le processus. Élection avec un inconnu. Quel inconnu? Ben oui, de votre côté, il n'y a personne. Papa, on va déposer... Au niveau de l'opposition, non. Donc je vous... Même ceux qu'on connaît là, c'est trop sûr. Mais ceux qu'on connaît, ce sont les sautés premiers. Ils se disent candidats. Est-ce que la CENI les a déclarés candidats? Un candidat, c'est lui qui a déposé son dossier à la CENI. La CENI a amené... candidat à la candidature. La CENI... Allez, papa, candidat à la candidature, ça n'existe pas. Le candidat, ici, c'est une émission officielle. Nous parlons des choses officielles. Pas d'un gaillard qui a dormi, il s'est réveillé avec sa femme, mon cher, moi je suis candidat, et dans les quartiers, on commence président. Non. Tu voles. Oh non, il a volé le candidat président. C'est pas un voleur, c'est un candidat président. Non, ce n'est pas ça. Les candidats, c'est quand tu as déposé le dossier à la CENI. La CENI a transmis à la Cour. Le parti a la Cour a validé, a dit, voici les noms. C'est là où nous allons connaître les noms. Donc aujourd'hui, au sens de la loi, il n'y a encore personne comme candidat. Si vous pouvez répondre, il y aura un congrès pour représenter ces candidats de FCC? Il y aura un congrès? Il y aura un forum. Ça va se présenter sous un format ou un autre. Ça peut être un congrès, ça peut être une conférence de presse, ça peut être juste le jour que nous amenons notre candidat à déposer son dossier. Donc, les gens travaillent à tout ça. Faites-nous confiance.
Et vous allez voir que c'est le candidat qui va gagner aux élections. Monsieur Dieudonné Nkichi, vous êtes président de Congo Positif, parti anti-chômage. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV, ainsi qu'à ces numéros, à cette émission Réplique face à face. Si vous voulez passer, vous voulez soit contredire, parce qu'ici c'est réplique, si vous voulez contredire, vous avez des avis contraires à celui de Monsieur Nkichi, contactez-nous et vous serez reçus. Merci de nous avoir suivis.